Bonjour à tous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour. Merci, d'être présent pour ce nouveau webinaire autour du patch management. Bonjour à tous. On a, pas mal de personnes connectées, là, qui nous écoutent, des personnes en interne, des personnes en externe. Voilà, on est nombreux. On a le plaisir, donc du coup, d'être, présent, avec, Guillaume, pour, expliciter un petit peu, voilà, comment se déroule, comment se matérialise, comment, est-ce qu'on a la possibilité finalement de mettre en place une stratégie de patch management pour 2026. Donc, en regard, de l'IA, de la cybersécurité, voilà, de tous ces enjeux, on va dire, qui sont d'autant plus importants à aborder en 2026. Comment est-ce qu'une stratégie de patch management doit pouvoir se mettre en place? C'est un sujet clé, c'est un sujet qui nous semblait important à aborder aujourd'hui, un sujet sur lequel on est beaucoup sollicité. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la session. On sera là pour y répondre, des questions techniques, des questions plutôt fonctionnelles. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et si effectivement on n'a pas forcément le temps, de toute manière, je vous contacterai suite à la session pour qu'on puisse éventuellement programmer un échange un petit peu plus approfondi. Voilà pour cette petite introduction. Je présente rapidement Synapsys. Donc Synapsys est un cabinet de conseil et de mise en œuvre spécialisé dans l'évolution, la modernisation des infrastructures informatiques. On est 200 consultants experts environ, et puis on accompagne un certain nombre de clients, grands comptes et entreprises de taille intermédiaire. Nous avons donc 3 agences françaises, Paris, Lyon et Lille, ainsi qu'un bureau à Kuala Lumpur. Au niveau de nos domaines d'expertise, on couvre surtout 5 grands piliers, toute la partie modern workplace, gestion des postes de travail, sécurisation du parc, migration vers M365, et cetera. Voilà, toutes ces grandes thématiques autour de l'expérience utilisateur. On a un pilier autour du cloud et du legacy finalement, et comment est-ce qu'on migre, comment est-ce qu'on transforme, comment est-ce qu'on sécurise justement toute cette infrastructure potentiellement hybride. Un pilier autour du DevOps, de l'automatisation, de l'observabilité, hein, qui adresse autant le prisme outil que le prisme plus organisationnel. Et puis, bien sûr, les sujets autour de l'IA, l'IA pour l'IT, mais aussi l'IA au global dans l'entreprise. Et enfin, un pilier autour de la cybersécurité, qui nous semble voilà, aussi essentiel aujourd'hui à aborder, parce que finalement, ça va toucher tous les métiers. Donc voilà très rapidement pour la présentation de Synapsys. Donc j'ai le plaisir d'être avec Guillaume aujourd'hui pour discuter de patch management. Je te laisse te présenter rapidement, Guillaume. Oui, bonjour à tous. Guillaume Bellard, j'ai 48 ans. Donc avant d'être consultant chez Synapsys, en fait, j'ai travaillé une quinzaine d'années chez un hébergeur français de taille moyenne qui a grossi au fil des années, et j'y ai occupé tous les postes de l'exploitation, donc du N1 au N3. En fait, j'ai pu aborder le patch management au cours de ces années et dans ces différents postes, à la fois de manière très manuelle et sur la fin de manière très automatisée. Quand je suis arrivé il y a 15 ans, on avait un fichier Excel qu'on recevait de midi avec 10 serveurs sur lesquels il fallait se connecter en remote desktop, lancer des patchs, c'était interminable, c'était l'enfer. Et quand je suis parti il y a 2 ans, finalement, j'ai laissé derrière moi un parc d'environ 15 000 serveurs entièrement automatisé, piloté de bout en bout par une infra de microservices. Voilà, on arrivait à patcher en HO avec une traçabilité, puisqu'en fait, j'avais pour spécificité de travailler dans un environnement bancaire qui était certifié PCI DSS. Et donc, on avait cette contrainte pour les audits de pouvoir tracer l'intégralité du patch management, puisque c'est quelque chose qui est très important pour les audits et pour tamponner la sécurité du parc. Mmh. Voilà. Évidemment, tout ça, c'est pas fait en un jour. Hein. On a fait des itérations successives. Mais voilà, en tout cas, c'est un petit peu ce parcours que je veux vous présenter. Et du coup, les réflexions qu'on a pu avoir au fur et à mesure qui ont fait qu'on a pu construire un patch management efficace. Merci beaucoup.
Donc encore une fois, voilà, le chat, est, disponible, donc sur, le volet de droite. N'hésitez pas à poser vos questions ou à réagir, tout simplement ou à commenter, voilà, en nous partageant aussi, vos expériences. Du coup, je te laisse la main, Guillaume. Oui, pas de souci. Donc, comme je le présentais en introduction, la posture, elle va quand même être essentiellement infra. Du coup, les personnes qui viennent plus pour du patching de postes de travail Modern Workplace vont peut-être pas retrouver tout ce qu'ils attendent. Ma posture est plus orientée, voilà, hébergement, service métier, etc. Donc, on peut avancer. En fait, voilà, comme je disais, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur le sujet et en fait, je vous ai mis quelques chiffres parce qu'on constate quand même une sévère accélération du nombre de CVE, donc de vulnérabilités, qui sont publiées, avec une courbe qui prend un peu des allures exponentielles. Donc pourquoi on constate ça? Déjà, il y a une multiplication de produits, bien sûr. Donc tous les produits additionnés ont autant de vulnérabilités internes et donc la surface d'attaque grandit. Il y a une automatisation de tous les outils qui détectent les vulnérabilités, qui scannent les vulnérabilités, des revues de code via LLM, donc ça on va en parler juste après, puisque le sujet est d'interfacer cette problématique du patch management avec la rapidité et l'avancée de l'IA. Et dernière chose, en fait, la, les organisations capables de publier des CVE se sont fédérées. Il y a de plus en plus d'organismes qui sont habilités à publier donc des vulnérabilités. On était à 24 en 2016 et on est à plus de 400 aujourd'hui. Quelques chiffres pour vous faire un petit peu stresser et finalement après on va déconstruire un petit peu cette approche. Mais donc il y a une nouvelle CVE toutes les 9 minutes. CVE, on parle donc de Common Vulnerability and Exposure. Pendant ce webinaire, il y a 6 nouvelles CVE qui seront publiées. Donc, est-ce que c'est une bonne idée pour vous que vous soyez dans ce webinaire ou est-ce que vous ne devriez pas être en train de patcher vos machines? On attend, donc si on se base sur la courbe, on attend plus de 120 000 CVE en 2030. Donc focus sur l'IA et donc sur Anthropic, Mythos, puisque donc vous avez sans doute vu passer des articles à ce sujet. En fait, Anthropic a publié un modèle IA qui s'appelle donc Mythos et qui est capable de découvrir et d'exploiter des vulnérabilités de manière automatisée. Finalement, quand un patch est publié par rapport à une vulnérabilité, pendant longtemps, on était dans une analyse humaine qui prenait un certain temps, le temps de poker, de trouver une exploitation, de la mettre en œuvre, etc. Il y avait quand même un délai entre la publication du patch et l'attaque potentielle qui se comptait en jours ou en semaines. Avec Mythos, à partir du moment où un patch est sorti, le diff est fait automatiquement. La CVE, du coup, la vulnérabilité initiale en est déduite et l'exploit correspondant est prêt quasiment instantanément. Et du coup, en quelques minutes après la publication d'un patch, il y a des attaques qui peuvent potentiellement arriver. Donc effectivement, c'est assez quand même problématique, hein, c'est un petit peu stressant. Donc par rapport à Mythos, il est au travail et 99% des vulnérabilités qu'il a trouvées ne sont pas encore publiées. Puisqu'en fait, une CVE en général est publiée quand un patch est disponible. On s'arrange quand même pour pas finalement donner tous les outils aux pirates. Donc on attend que l'éditeur ait publié le patch pour publier la CVE. Donc là, en fait, il y a un backlog de CVE non publiés qui serait de l'ordre de 99%, et donc il n'y a qu'un seul pourcent de son travail qui a été sorti. Il a aussi travaillé sur des outils anciens, notamment du COBOL, de l'OpenBSD, où il a trouvé donc des choses. Ce qui peut être assez inquiétant parce que des gens qui maîtrisent le COBOL ou qui sont intéressés par ce langage, il y en a de moins en moins. Donc pour la maintenance, ça peut être un petit peu problématique.
Voilà. Ce qui est rassurant, c'est que donc, Mythos n'est pas ouvert à tout le monde. Il y a eu des tentatives d'accès frauduleux, mais ça n'a pas abouti. En fait, c'est le projet Glasswing qui ouvre Mythos à Amazon, Apple, Google, Microsoft, enfin tous les géants de la tech, et la Linux Foundation, bien sûr. Voilà, donc c'est quand même une évolution, comment dire, qui est concernante. Il faut vraiment prendre en compte le fait que ça s'accélère. Et pour ça, il faut de toute manière faire évoluer sa manière de patcher et surtout automatiser, avoir une capacité de réaction et d'analyse pilotée plus importante. Alors, petit sondage pour démarrer, pour reprendre le pouls, quel temps dans vos infrastructures vous mettez pour déployer un correctif sur 80% du périmètre concerné? On parle de correctif critique, donc admettons qu'il y ait une faille qui sorte. Je pense à Log4j par exemple. Combien de temps il vous faudrait pour déployer sur 80% du parc? Je vous laisse répondre. Est-ce que tu vois les réponses, Guillaume? Oui, je les vois. D'accord. Je vous laisse encore quelques secondes. Pour l'instant, ça ne bouge Ouais, plus. je pense que c'est... Oui, Ouais, on peut... ouais. On est donc, c'est pas mal déjà parce qu'il y a finalement 30% des gens qui disent qu'ils sont capables de patcher en moins de 7 jours. Donc, c'est déjà une bonne base de réactivité. La majorité 8-30 jours, finalement, c'est le cas le plus courant, hein. Et donc, là, c'est ce qu'on va voir un petit peu dans ce dans ce webinaire, sur quel point travailler pour améliorer la rapidité. Pour ceux qui sont déjà rapides, il y a des choses qui peuvent aussi être prises en compte, comme le pilotage par le risque, améliorer la traçabilité, tout ce qui est conteneurisation, etc., voir si vous avez les bons process dans le cadre de déploiement dans Kubernetes, par exemple. Mais voilà, 8-30 jours, c'est la moyenne et ça indique le fait que probablement vous avez déjà un patch management piloté sur 30 jours, comme on le verra un petit peu plus tard. Alors rapidement, donc pour finalement écarter le sujet ensuite, pour parler du Modern Workplace, donc là on parle de patch management pour les postes de travail, qui est le cas finalement qui a le moins d'impact et où c'est relativement bien outillé notamment dans le monde Microsoft avec des socles natifs, Intune, Windows Update, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. La problématique se situe en plus sur les logiciels tiers, donc ce qui sort du scope Windows Update, Teams, etc. Mais où là, il y a déjà de l'outillage éventuellement qui est disponible. Que ce soit de l'outillage Microsoft qui donne un catalogue de logiciels tiers prêts à patcher, ou des solutions dédiées complètement qui permettent de patcher les logiciels tiers, par exemple Manage Engine ou Core Update, etc. Le process cible, de toute manière, il est de patcher par anneau concentrique, c'est-à-dire de faire des premiers tests rapides sur les postes de l'IT, typiquement, puis d'élargir un cercle pilote et enfin de généraliser si tout va bien. Voilà, bon, je ne m'appesantis pas là-dessus. Pour un peu plus parler du patch management des services métiers et donc de l'infra.
où en fait, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous faire comprendre qu'en fait, le patch management, c'est pas juste une question d'outils. Donc, finalement, on peut pas patcher des services comme on patch des postes de travail. Avoir une console et se dire, ben, c'est bon, je remonte mes vulnérabilités et puis je patch, ben, en fait, ça risque quand même d'avoir des effets secondaires un petit peu compliqués. En fait, le patch management va tirer tout un tas de concepts et qui nécessite donc une stratégie de gouvernance transverse pour répondre aux problématiques. En fait, donc si on reprend la définition donnée par le NIST, le patch management, il faut identifier le périmètre à patcher, le prioriser en fonction donc des vulnérabilités, de la criticité et de l'environnement dans lequel on se trouve. Acquérir les patchs, donc ça, j'ai envie de dire, c'est pas forcément le plus compliqué, c'est avec des repositories, des WSUS, ce genre de choses. Les installer, donc là, idéalement, pas à la main, quoi, du coup, parce que sinon c'est un petit peu long. Et vérifier le bon fonctionnement derrière, que le reboot éventuel s'est bien produit, etc. Donc, j'avance. En fait, le patch management est souvent un sujet qui est porté par le RSSI parce que lui, sa volonté, c'est de diminuer la surface attaquable, de réduire le risque cyber, et donc il pousse pour faire un patch management, etc. Mais des fois, il est un petit peu seul et on n'a pas forcément les moyens de mettre en place le patch management quand il est vu d'un point de vue uniquement sécurité. Il faut prendre le sujet comme étant vraiment un sujet transverse parce que, en fait, le patch management implique aussi la continuité de service. C'est-à-dire que de toute manière, si l'infra est compromise, on perd la continuité de service. Et la réalisation du patch management doit se faire aussi, si possible, sans casser la prod. Donc, en fait, c'est un sujet qui concerne aussi la DSI, les équipes opérationnelles, pour réduire le risque pendant cette période de changement. Et enfin, la conformité, puisque c'est un sujet de gouvernance et c'est un sujet d'audit aussi, puisque derrière, s'il y a un problème, il faut pouvoir montrer pour des questions de responsabilité, qu'on n'a fait pas de blanche, qu'on a fait ce qu'on a pu, qu'on a identifié les risques, qu'on a tracé. Voilà. Donc en fait, c'est un arbitrage entre ces trois impératifs de direction qui donc sont à prendre en compte. Donc, comme je l'expliquais en introduction, j'ai travaillé en environnement PCI. Donc, on avait un audit tous les ans. Et j'étais responsable donc auprès de l'auditeur de la bonne réalisation du patch management, ce qui était un prérequis indispensable pour valider l'audit. Et donc, en gros, les 5 questions qu'on avait, c'était qui, quoi, quand, quelles preuves vous pouvez nous donner et quelles exceptions vous pouvez justifier. Et donc, il faut être capable de répondre à ces questions. Et donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le fait juste d'avoir une console avec ses machines en face de soi et puis de regarder quel pourcentage on a patché, qui est-ce qui est en retard, éventuellement d'avoir fait une politique par cercle concentrique, et bien finalement, c'est bien, mais c'est pas complet parce que ça permet pas de répondre à toutes ces questions et de s'assurer que l'intégralité de son parc est tracée, qu'on a bien identifié quelles sont les vulnérabilités qui sont importantes et critiques, etc., qu'on a pris en compte l'exposition des services qu'on souhaite patcher. Voilà.
Donc tout ça, en fait, l'outil qui va, qui va permettre de centraliser toutes ces problématiques, c'est la CMDB. C'est un sujet majeur pour moi, qui est finalement le plus important, plus que l'outil de patching lui-même. Pour moi, c'est ce qui va vraiment tout structurer. Je vais reparler de Log4j parce que je pense que c'est un excellent exemple de la manière dont on peut réagir face à une sévérité critique et comment travailler sous pression. En fait, donc, ça date de décembre de 2021, Log4j, c'est une faille critique qui est sortie, largement exploitée, qui permettait à un acteur non authentifié de prendre le contrôle d'un système à distance. Donc, Log4j, c'était donc ça touchait une bibliothèque Java largement exploitée dans énormément d'applications. C'est une bibliothèque de journalisation. Et donc, vraiment, il y en avait un peu partout. Et donc, en fait, une des premières problématiques de réactivité par rapport à Log4j pour réagir, c'était non seulement de patcher, mais de savoir quoi patcher, quel était vraiment le périmètre impacté, et puis dans quel ordre patcher, parce que vraiment, il y en avait partout. Quand on a fait les audits, il y avait beaucoup vraiment un périmètre énorme à patcher en urgence hors cycle habituel. Voilà, donc ça a été un peu un cas d'école qui a permis de voir l'importance d'avoir non seulement un bon inventaire, mais d'avoir tous les outils qui permettent de déployer les patchs de manière rapide et sans casser, parce que dans ces cas-là, il faut réagir vite, identifier son périmètre, avoir déjà finalement un process robuste qui permet de faire des choses en urgence, mais sans mettre en péril sa prod, hein, comme je disais avant, c'est toujours la problématique. Et ça, vraiment, c'est la CMDB qui va y répondre. Juste pour finir sur la CMDB, je ne fais pas spécialement de benchmark d'outils. Il en existe évidemment des CMDB éditeurs. Je pense que la CMDB, c'est un sujet quand même qui doit être interne si possible. Surtout en 2026 où on est à l'heure de l'IA et où potentiellement on peut écrire on peut penser des services sans avoir vraiment à écrire du code, parce que la CMDB, c'est ni plus ni moins qu'un inventaire, hein. C'est des données relationnelles, alors avec effectivement beaucoup de relations. Mais du coup, je pense que c'est un outil en plus qui peut être un petit peu spécifique à chaque organisation, puisque tout le monde n'est pas organisé pareil. Il y a des projets, des équipes. Au niveau des honneurs, c'est difficile des fois de s'intégrer dans les CMDB classiques. Donc finalement, avoir une bonne CMDB, ça peut être simplement se mettre dans une salle avec toutes les têtes pensantes de toutes les équipes pendant plusieurs jours, faire un schéma relationnel, anticiper tous les usages, et puis après, une fois qu'on a ça, qu'on a un gros schéma relationnel, eh bien, le fournir à quelqu'un qui est capable de produire ça de manière codée. Il faut que la CMDB aussi soit entièrement requêtable par API, hein, idéalement, puisqu'en fait, elle va tirer tout un tas de services derrière qui vont la requêter pour, dans le cadre du patch management, savoir ce qu'ils doivent faire, quoi. On va en parler juste après. Tiens, d'ailleurs, j'avais bougé l'ordre des diapos. Voilà, je voulais vous montrer celle-ci en premier. Un petit peu sur les usages du coup de la CMDB. Par rapport à ce qu'on vient de se dire, finalement, la CMDB, elle va alimenter tout le process du patch management. À la fois donc d'un point de vue découverte pour avoir en visibilité tous les actifs via l'inventaire, les vulnérabilités via le scanner, mais aussi les SLA, les ownership via une complétude par les équipes delivery notamment. Ensuite, elle va servir du coup d'aide à la décision par rapport à des périmètres qui auraient été
identifier comme prioritaires ou pour tout simplement découper les actifs qu'on a à patcher en fonction du service rendu, puisque idéalement on patch par service et non pas des items individuels. Donc ça, j'y reviendrai un tout petit peu après. Elle va servir à la planification, puisque dans un système automatisé, l'orchestrateur va aller chercher en CMDB quelles sont les plages de maintenance pour les différents groupes d'actifs et pouvoir instancier des jobs aux horaires qu'on souhaite. Que ce soit dans le cadre d'un patch management mensuel ou dans le cadre d'un patch management exceptionnel, puisqu'il y a toujours des horaires sur lesquels il vaut mieux intervenir, etc. L'urgence éventuelle, comme je disais tout à l'heure, répondre à la minute, en tout cas en environnement legacy, serveur, etc., c'est compliqué. Donc l'urgence n'empêche pas de ne pas, encore une fois, impacter la prod. En tout cas, il faut toujours réfléchir dans ces cas-là. Mais voilà, donc la planification peut être faite à partir de la CMDB. La planification va lancer des exécuteurs qui vont patcher différents services. Les exécuteurs peuvent aussi aller interroger la CMDB pour avoir plus de contexte sur ce qu'ils doivent patcher, si c'est des BDD, quel type de BDD, si c'est des frontaux. Si c'est des frontaux, alors ils sont reliés à des load balancers, etc. Donc voilà, donc la CMDB vraiment va tirer toute la chaîne de la découverte à l'exécution. Et derrière, au niveau de l'exécution, on va s'assurer que ça se passe bien, notamment en interagissant avec les outils de supervision, pour plusieurs raisons. D'une part, pour faire des pré-checks, par exemple, pour vérifier l'état des services qu'on veut patcher avant de les patcher, et également pour valider l'état après, pour s'assurer qu'il n'y a pas de régression, etc. Voilà. Les load balancers aussi peuvent avoir ce rôle de validation, puisqu'en général, il y a des checks qui sont réalisés avant de rentrer des serveurs dans le flux, que les services attendus répondent correctement. Donc, une chaîne automatisée doit prendre en compte ces interactions avec les équipements réseau. Voilà. Alors, au niveau des outils, au niveau de l'orchestration, moi, j'ai travaillé avec Jenkins et avec Temporal.io. Temporal.io étant plus décentralisé, on va dire, permet vraiment une architecture en microservices. Jenkins permet d'avoir des nœuds positionnés à différents endroits. Mais globalement, c'était les moteurs de schedulisation, quoi. Et donc, ils s'auto-alimentaient via la CMDB pour déclencher des jobs de patch. Et au niveau de l'exécution, là, pour moi, il y a un outil qui est vraiment incontournable, qui est vraiment très, très performant. Bon, déjà pour réaliser le patch en lui-même, mais il est surtout performant pour pouvoir interagir avec le reste de l'écosystème qu'il y a tout autour. Donc notamment ce que je viens de décrire, la supervision, les load balancers, etc. Et en fait, j'ai envie de dire que le patch management, c'est un sujet qui fait grandir une organisation, parce qu'un patch management bien réalisé, ça nécessite donc de faire des tâches en amont d'interaction avec le reste de l'écosystème. Et donc, si on a des rôles Ansible qui sont capables de faire ça, c'est des rôles qui sont réexploitables après, pour faire des mises en production, par exemple, pour faire voilà, des refresh de BDD, toute action de chaîne d'automatisation. Finalement, le patch management, c'est un petit peu la chaîne dans laquelle on peut piocher derrière des éléments qui peuvent permettre de faire du run de qualité dans d'autres contextes. Et donc, pareil, d'avoir la CMDB, ça peut être utile dans énormément de contextes. Donc, voilà, pour moi, c'est un sujet qui est vraiment structurant. Je reviens sur cette slide. Donc, bon, ça, du coup, comme j'ai vu vos réponses, où finalement vous êtes dans des temps de 8 à 30 jours pour patcher, eh bien, j'imagine que vous connaissez donc ce cycle mensuel standard, donc je ne vais pas y passer trop de temps.
Donc l'idée, c'est de s'aligner sur le Patch Tuesday de Microsoft qui sort tous les deuxièmes mardis du mois. Donc là, des fois, il y a des petits calculs à faire pour trouver les dates correspondantes et ensuite positionner les serveurs par rapport à leur plage de maintenance pour faire des schedules qui correspondent. Et en général, on peut aligner le cycle Linux sur ce Patch Tuesday. L'idée étant que en fait, les repositories internes sont frisés pendant cette période, sauf cas exceptionnel. Mais l'idée est que donc, le Patch Tuesday, du coup, pousse une nouvelle version, on va dire, du WSUS. On aligne les repos Linux également sur les packages à jour. Et on s'assure de déployer un lot qualifié commun sur l'ensemble du parc pendant tout le cycle. Ce qui permet de visualiser les effets de bord dès le départ. Donc, on a un cycle pilote qu'on enclenche un petit peu comme on avait vu pour les postes de travail qui permet de faire du test sur un échantillon représentatif, de voir s'il y a des régressions éventuellement, voilà, des effets de bord, des choses non anticipées. Et une fois que les pilotes sont passés, on déploie donc plus largement sur la production. Encore une fois, j'insiste sur le fait d'essayer de faire des jobs par groupe de services, c'est-à-dire, par exemple, plusieurs serveurs web qui travaillent ensemble, eh bien, on va les patcher les uns à la suite des autres. On va vraiment s'assurer de ne pas les patcher ensemble. Un cluster de BDD actif-passif, par exemple, eh bien, par exemple, il y en a un qu'on peut patcher le mardi et le second le mercredi. Pour faire une bascule nocturne, par exemple, pour rendre le nœud 1 passif alors qu'il était actif et prêt à patcher pour le lendemain. Donc voilà, c'est des choses qui sont à configurer en CMDB et qui derrière permettent de déclencher, enfin de planifier, pardon, des jobs ciblés sur des services et non pas sur des serveurs. Encore une fois, si on se dit qu'on patch des serveurs, on court à l'accident, c'est certain. On va faire des strikes sur la production, on va avoir vraiment des grosses déconvenues. Donc voilà, vraiment, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de structurer votre écosystème en service, de bien les identifier et de s'assurer que vos schedules soient faits de manière à vraiment s'assurer du service redondé. En plus, ça va vous permettre finalement de patcher en HO. Et ça, c'est important aussi parce que patcher en HNO, ben, ça coûte des sous déjà, et puis c'est pénible un petit peu pour les personnes qui le font. C'est quand même pas la tâche la plus intéressante. Ne pas oublier donc la preuve, j'en parlais dans mon schéma, j'ai pas d'ailleurs été jusqu'au bout. Ce qui est important derrière, c'est une fois qu'on a tout le processus automatisé, c'est d'aller tracer ça dans la gestion des changements. Il faut vraiment se forcer, c'est pas le plus intéressant, mais il faut se forcer à le faire dans le process d'automatisation. Donc en général, c'est l'orchestrateur qui le fait, puisqu'il a le log d'exécution, il peut aller remplir les tickets. Donc typiquement, le process qu'on avait, nous, c'était que l'orchestrateur, quand il instanciait les jobs, il avait créé un ticket dans l'ITSM pour dire, ben voilà, il y a tel jour, telle heure, tel périmètre qui va être patché, donc par le groupe de service. Le jour J, eh ben, il itère sur le ticket pour indiquer que ben, déjà ça démarre, pour indiquer que c'est terminé, et éventuellement il modifie le ticket pour le transformer en ticket nécessitant intervention, si jamais ça se passe mal. Donc derrière, les équipes sont directement averties qu'un job automatisé a planté et qu'il faut intervenir. Et par contre, si ça se passe bien, ben, ils clôturent automatiquement le ticket. Tout ça, c'est fait sans intervention humaine. Et derrière, on a l'ITSM qui permet de valider la gestion des changements auprès de l'auditeur. C'est quand même beaucoup plus simple. On peut faire des requêtes, on peut faire des filtrages, présenter tout ça à l'auditeur et on est bon, quoi. Voilà, pour ça, alors on a fait un deuxième petit sondage maintenant qu'on a illustré différents aspects utiles au patch management. Quel est aujourd'hui le frein principal qui réduit votre patch management? Je ne sais pas si tu peux publier ce sondage, Nathalie. Il me semble que Ouais, c'est ouais, c'est fait, parfait. Ouais. Mmh.
Donc, Si tu veux peut-être commenter un petit peu les différentes. ouais, tout à fait. Ouais. Donc, inventaire CMDB incomplet, eh bien, effectivement, en général, ça peut être le cas. En fait, on ne sait pas quoi patcher, quand, etc. Risque de régression, manque de tests, ben, effectivement, ça, c'est parce qu'on n'a pas forcément suffisamment bien planifié soit ces cycles pilotes prod, soit ces groupes. C'est-à-dire que, ou alors qu'on est aussi dans des cas où on n'a pas forcément des environnements de dev qui soient isoprod et donc suffisamment pertinents pour valider des régressions éventuelles qu'on rencontrerait en prod. Fenêtre de maintenance et dépendance applicative, souvent c'est lié au fait que vous n'êtes pas forcément capable de patcher en HO comme on a montré. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas forcément suffisamment découpé en groupe pour pouvoir ne patcher qu'une partie du groupe. Organisation et gouvernance, ben, c'est parce que probablement le sujet n'est pas forcément vu comme central et donc j'espère que vous aurez un peu plus d'arguments pour le pousser, notamment sur cette idée que c'est un sujet qui peut être moteur pour faire progresser une organisation. Outillage et automatisation insuffisant, visiblement, vous n'avez pas de problème là-dessus, donc tant mieux pour vous. J'espère que vous avez soit trouvé des bons outils éditeurs, soit que vous utilisez Ansible et que ça vous convient très bien. Donc on a effectivement, donc visiblement vous êtes sensible à cette problématique de l'inventaire et de la CMDB. Effectivement, pour moi c'est vraiment l'outil qui va faire progresser, j'ai envie de dire toute votre organisation et en particulier le patch management, qui va être la source de vérité, le centre de pilotage, le centre de décision, et c'est vraiment structurant. Ok. Petite parenthèse, enfin, ce qui n'est pas vraiment une parenthèse d'ailleurs, mais donc on a vu le cycle de patch mensuel basé sur le patch Tuesday et qui couvre en situation nominale quand même l'essentiel du risque. Si vous avez un patch mensuel déjà en place, on est bien. Mais voilà, par contre, comme on l'indiquait en introduction, on va quand même avoir des situations critiques de plus en plus régulières, probablement, qui vont nécessiter de faire du hors-cycle. Et là-dessus, il faut savoir s'il faut déclencher un hors-cycle ou pas. Et donc pour ça, il ne faut pas forcément uniquement se baser sur la notation de la CVE, donc le CVSS, puisqu'une CVSS élevée n'est pas forcément une priorité. En fait, il faut prendre en compte un certain nombre d'autres critères qui vont être notamment la, la notion de savoir si la vulnérabilité est déjà exploitée. Donc, s'il y a déjà des exploits qui sont dans la nature et en cours, finalement, que la faille est activement exploitée. Donc, ça, c'est un catalogue qui s'appelle KEV. Il y en a d'autres aussi, mais là, c'est un catalogue américain. Il y a aussi un autre catalogue complémentaire qui est l'EPSS, qui, lui, indique une probabilité d'exploitation à 30 jours. Donc ça permet finalement de trier le backlog parce que des vulnérabilités, il y en a énormément. Et donc, il y a aussi des vulnérabilités qui sont quand même très peu probables, qui vont être très peu probablement exploitées. Et donc, dans ces cas-là, il ne faut pas forcément prioriser, même s'il y a un CVSS élevé, ça peut attendre le patch mensuel classique, on va dire. Faut pas forcément se précipiter, toujours dans l'idée que patcher, c'est toujours un risque. On peut toujours avoir une régression, on peut toujours avoir la prod qui réagit mal, on peut avoir un effet de bord inattendu, etc. Donc, il faut le faire quand on est sûr que le risque est plus important que le risque de compromission via une attaque cyber est plus important qu'un risque de casser sa prod pendant un certain temps et qui nous ferait sortir des essais notamment.
Donc ça, c'est les outils et les catalogues qui permettent d'assister le pilotage. L'important à prendre en compte, c'est aussi le contexte de ce qu'on va patcher. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous passez un scan de vulnérabilité sur une machine, en fait, il va y avoir toujours des vulnérabilités qui vont sortir. Donc, voilà, il y en a qui sont même pas forcément corrigées. Mais donc, le contexte est à prendre en compte. Et en cas de vulnérabilité critique, ce qu'il faut regarder notamment, c'est comment est exposée la machine. Est-ce que c'est une machine qui est en frontal? Est-ce qu'elle est exposée directement sur Internet? Là, c'est vraiment le cas où c'est le plus critique. Il faut vraiment être très, très vigilant sur ces machines-là. En général, il n'y en a plus énormément parce qu'il y a souvent des équipements qui sont devant, que ce soit des WAF, des load balancers, etc. Donc, il y a quand même une segmentation qui existe et qui fait que la machine est moins vulnérable. Mais si on est exposé de près ou de loin à Internet, c'est quand même un élément qui fait qu'il faut réagir très vite. Le niveau de privilège associé aussi, des fois, quand il y a une faille critique, il faut quand même regarder, un peu lire finalement ce que c'est. Il peut y avoir une faille, par exemple, sur un oracle, mais qui nécessite des privilèges particuliers. Et si, par exemple, ces privilèges ne sont pas disponibles en prod, et ben, en fait, la vulnérabilité peut avoir un CVSS élevé, mais sans pour autant être que ce soit critique et qu'il faille patcher en urgence. Ça peut probablement attendre. Voilà. Donc, comme je disais, il y a tout un tas de compensations qui peuvent aussi permettre de repousser le patch, en tout cas, voilà, soit via du WAF. Si c'est certains types d'attaques, le WAF peut prendre en compte des règles syntaxiques qui vont permettre de contrer l'attaque. Voilà pour ça. Alors, petit focus quand même. Donc là, on a beaucoup parlé de patch management, on va dire plus legacy, dans un contexte de machines virtuelles, notamment infra classique. En contexte conteneurisé, le paradigme change un petit peu. Puisqu'en fait, on est dans ce qu'on appelle du jetable. Il ne faut vraiment pas oublier que les conteneurs qui sont dans Kubernetes, c'est des images jetables. Il ne faut pas se dire on va patcher l'intérieur du conteneur de sa faille. Il faut recréer une nouvelle image et la repousser. Donc là, en fait, c'est une situation qui va permettre sans doute d'accélérer un petit peu, puisque en général, en déploiement Kubernetes, on a déjà toute la chaîne de CI/CD qui permet de créer l'image. Donc, une des bonnes pratiques peut être d'implémenter des outils qui permettent de republier, enfin de déclencher la publication d'une mise à jour de l'image. Et de faire un nouveau push registry dès que l'image a été créée. Et derrière, l'image va être redéployée sur l'infra avec finalement le même cycle que ce qu'on a déjà vu, mais qui est aussi le même cycle en général applicatif. C'est-à-dire qu'on pousse en dev, puis en pré-prod, puis en prod, et on regarde si ça marche. Éventuellement, on a des mécanismes de réduction du risque avec des déploiements Canary ou des déploiements Blue-Green avec deux infras qui sont prêtes pour l'une test et l'autre prod. Voilà. Et toujours vérifier les erreurs applicatives derrière qui permettent de faire du go-no-go. Est-ce qu'il y a des régressions ou pas? Mais donc, en fait, on est finalement dans le même cycle que le déploiement métier, mais avec donc orienté sécurité. Finalement, ce n'est pas une mise à jour du code, c'est une mise à jour de l'image source qui porte le code. Voilà. Mais donc, si on automatise la détection des mises à jour disponibles dans l'image, eh bien, en fait, on peut être extrêmement réactif. Et ça, c'est quand même le côté un peu plus sécurisant parce que le patch management, on va dire, en environnement legacy, est forcément un peu plus long. Patcher un OS dans une VM, c'est long, il peut y avoir des effets de bord, etc.
patcher des conteneurs, en fait, ça peut être très, très rapide. Et avec aussi des mécanismes, si on a une culture DevOps déjà bien ancrée, des mécanismes de rollback facile, on revient à l'état de l'image précédente. Voilà, donc ça c'est le côté rassurant par rapport à la vitesse de l'IA, c'est que l'environnement conteneurisé, qui est quand même, on va dire, l'environnement vers lequel on a tendance à se diriger, et porte en lui-même la réactivité nécessaire pour être prêt face aux défis de rapidité que pose l'IA. Ouais, je vous ai fait un petit focus rapide sur les scanners, histoire de juste balayer un tout petit peu. Donc, puisque j'en ai parlé dans les schémas, donc c'est important d'avoir un inventaire d'une part qui va inventorier l'intégralité de vos ressources, donc que ce soit les OS, les versions, les logiciels, les versions, voilà, et d'avoir des scanners de vulnérabilité qui vont permettre d'associer à cet inventaire toutes les CVE, ce qui derrière vous permet de faire votre pilotage. Voilà. Donc il y a des outils qui sont dédiés à ça, comme Qualys notamment, Tenable, Rapid7, CyberWatch. Des outils plus interfacés ITSM comme ServiceNow, Vulnerability Response. Et on peut aussi avoir des approches maison. Donc vous vous en doutez, moi j'aime bien les approches dans ce cas-là. Et donc là, on peut utiliser Wazoo, par exemple, pour enrichir son inventaire, et Trivy pour tout ce qui est le scan des images dans votre registry Kubernetes, ce qui derrière vous permet d'avoir une idée de vos vulnérabilités et de notamment pouvoir aussi, une fois qu'on a ces états, de pouvoir notifier les clients sur le fait que ils sont exposés et qu'il faut qu'ils mettent à jour leurs images. Voilà. Et donc, l'idée du scanner est surtout de pouvoir s'interfacer avec la CMDB pour pouvoir faire le pilotage du risque entre donc, les différents leviers que je vous ai indiqués pour mettre en balance les scores de CVE et l'environnement et la criticité. Pour finir, sur les outils éditeurs de patch management, donc, je vous ai parlé de solutions maison qui peuvent être quand même intéressantes à développer pour tirer votre patch management et pour tirer votre culture DevOps d'une manière générale dans l'organisation. Mais il y a aussi des outils qui sont présents, qui marchent très bien, en tout cas sur certains périmètres. Donc, l'idée, c'est pas de faire un benchmark pour vous dire cet outil est meilleur qu'un autre. C'est plus de vous faire une cartographie et puis pour simplement vous parler d'outils que peut-être vous n'avez pas entendus et vous dire un petit peu leur positionnement. Donc, on a Rapid7, Qualys et Tenable qui sont très bien placés pour tout ce qui est visibilité, détection, priorisation de risque. Et Manage Engine, NinjaOne et Core Update qui sont plus naturellement positionnés sur l'exécution du patch et la conformité opérationnelle. Voilà. Dès qu'on parle de Kubernetes, il y a des outils qui ne sont pas prêts, qui n'en tiennent pas compte. Vous voyez les trois derniers, Manage Engine, NinjaOne et Core Update, à mon sens, n'ont pas encore intégré cette dimension dans leur outil. Voilà. Il y a aussi des différences de coûts. Il y a des outils qui savent à peu près tout faire et qui sont très matures, mais qui ont un coût. Donc ça, je vous laisse regarder ça de votre côté. En conclusion, donc, la vitesse, c'est un axe de défense. Donc, pour avoir de la vitesse, il faut avoir un inventaire qui soit prêt. Il faut avoir des process qui soient prêts, de l'automatisation prête à être déclenchée, etc. Et si possible, avoir bien avancé dans sa culture DevOps, avoir déjà un pied dans la conteneurisation, etc. Des quick wins, eh bien, donc on en a parlé. La CMDB, pour moi, c'est central. L'ownership, la criticité, les fenêtres de maintenance. Donc voilà, ça va vraiment vous permettre de tirer tout un tas de sujets, de tirer votre automatisation, votre pilotage, etc. Donc, si vous n'avez pas une CMDB suffisamment performante, travaillez dessus. Franchement, vous verrez que ça va vraiment vous aider à grandir.
Définir des workflows d'exception, on n'y pense pas assez, mais ça peut être aussi utile de l'avoir en tête, c'est-à-dire que des fois, on peut ne pas patcher, mais par contre, il faut pouvoir le justifier et montrer patte blanche par rapport au risque qu'on assume. Qualifier vos actifs en termes de service groupe, c'est-à-dire ne patchez pas des machines individuellement, mais patchez des services plus que des serveurs. Et auquel cas, c'est pareil, ça va vous permettre d'activer vos outils d'automatisation et de tirer voilà, votre automatisation vers le haut parce que des services groupes, finalement, derrière, il faut les manager dans des MEP, etc. Standardiser les pré-checks et les post-checks pour vos jobs. Avoir une liste activable de checks en amont et en après pour vous permettre de valider que tout est OK et que ce ne soit pas juste une automatisation, mais que derrière, ça laisse des trucs en plan. Parce que ça, c'est le pire. Hein. Et surtout quand on a trop automatisé, bah, finalement, tout se lance et puis tout est cassé et ça devient un carnage. Donc, ça, voilà, ça peut être risqué. Il faut sécuriser son automatisation en faisant des checks en amont et surtout en aval et avoir des mécanismes de rollback qui soient prêts. Donc, si jamais c'est cassé, ben, en fait, vous avez des backups, vous avez des snapshots, vous avez la version d'avant dans Kubernetes, etc. Donc, vous savez ce qu'il faut faire quand c'est cassé, et ça arrive, ça casse. Pour progresser, il y a aussi tout simplement de pouvoir faire un reporting mensuel. Ça, finalement, c'est important. Et si vous avez une CMDB, vous avez les éléments pour le faire, pour savoir quel pourcentage de votre parc est patché, où vous en êtes, etc. Et ça permet de pousser le sujet aussi au niveau de votre organisation, s'il n'est pas assez mis en valeur. Voilà. Et dernière chose, bah, les scanners, essayez si possible de les brancher à votre CMDB pour que ce ne soit pas juste une multiplication d'outils, etc., mais de pouvoir centraliser la décision, si possible, dans l'outil que vous maîtrisez le mieux, c'est-à-dire votre ITSM et votre CMDB. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez nous les mettre dans le chat. Bon, c'était très clair, c'était très complet, hein, c'est ce qu'on se disait en préparation. Mais s'il y a des questions qui restent en suspens, voilà, on les prendra avec plaisir. Sinon, pas de sujet. De toute manière, on vous contactera suite à la session pour avoir un petit peu votre feedback à chaud et puis voir si il peut éventuellement y avoir des sujets complémentaires à aborder ensemble de manière plus spécifique. Merci à tous pour votre présence, pour votre participation. N'hésitez pas à nous contacter si voilà, il y a des sujets encore qui sont en réflexion. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce support, pour la présentation et puis voilà, tout cet éclairage que tu as pu apporter. Merci. Bon. Merci à tous. Bonne journée, au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Ah, peut-être une question. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur non. Sur l'IA apprentissage? Oui, alors la question n'est pas forcément précise. Si c'est donc par rapport au LLM, c'est notamment Mythos. C'est des voilà, c'est des IA. Il n'y a pas que Mythos, il y a plusieurs outils qui sont en cours de déploiement, qui du coup travaillent sur les patchs qui sont produits au moment de mise à jour de sécurité et qui, du coup, sont capables de faire un diff et de trouver directement quelles étaient les failles de sécurité qui ont été comblées. Et en fonction de cela, ils sont capables de créer des exploits qui permettent d'exploiter eh bien la faille de sécurité. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Bon, voilà.
Je vous contacterai, Willy, on pourra échanger peut-être plus en détail pour faire une session peut-être plus spécifique, Ouais. sur ces questions. Merci à tout le monde en tout cas et je vous souhaite une très bonne journée. Merci Guillaume. Au revoir. Merci, bonne journée.